Alors, on ne va pas pénaliser ceux qui sont déjà là pour attendre ceux qui ne sont pas encore là. Je vais donc vous demander toute votre attention pour ce panel important sur la question du financement des petites et moyennes entreprises. Et bien sûr, notre modérateur, c'est Jean-Christophe Devouges, parce que pendant 2 jours, j'ai dit Jean-Christian, mais en fait, c'est Jean-Christophe Devouges. Maître, vous avez la parole pour tenir ce panel et nous sortir les résultats qu'on attend. Ah oui, pardon. Merci beaucoup Stéphane. Donc effectivement, ce sujet de l'accès des PME au marché financier avec un intitulé de la séance qui donne le ton, comment combler le gap. Donc l'objectif de cette séance, et qui est partagé par tous les participants du panel, c'est essayer de, au-delà du constat qui a déjà été un peu dressé hier avec des mots assez durs, j'ai entendu ce constat de résultats insignifiants de l'accès des PME au marché financier, donc ça donne un peu la tonalité. L'objectif de cette table ronde, c'est vraiment d'essayer de dégager des pistes de solutions pragmatiques, pratiques, des échanges de bonnes pratiques qui peuvent avoir lieu entre les différentes zones, et aussi de permettre à tous les... On a parlé beaucoup d'écosystèmes des marchés, parce que c'est vrai que c'est un ensemble groupé. On ne peut pas voir ça par silo. Pour que des marchés financiers fonctionnent, il y a tout un tas de strates qui doivent être là, et notamment des professionnels impliqués qui doivent travailler ensemble. Et cette table ronde permet justement d'avoir un dialogue efficace entre les 3 acteurs principalement concernés par cette problématique. D'abord, les représentants des PME. Et donc, on a la chance d'accueillir le docteur Joseph Boguifo, qui représente les PME de Côte d'Ivoire, et également Mostafa Edjaï pour les PME du Maroc. Donc, ils vont pouvoir donner cette vision des premiers concernés. De quoi ont besoin les PME, quelles sont les attentes des PME pour accéder sur les marchés et pour améliorer leur financement. Également, un binôme, entre guillemets, de représentants des professionnels des marchés financiers avec Ababacar Dio. Vous êtes banquier d'affaires de la société Impaxis basée à Dakar et donc connaisseur des pratiques, de ce que sont susceptibles d'aider les financiers pour favoriser cet accès des PME, également d'un point de vue technique. Et également Mostafa Hassani, vous êtes vice-président de l'Association des sociétés de gestion au Maroc, et donc là aussi, votre regard de professionnel des marchés sera sans doute intéressant sur cette problématique. Et dernier binôme enfin, et pas des moindres, c'est celui composé à la fois du régulateur en la personne d'Axel Leounda Ognana. Vous êtes de la COSUMAF, donc vous allez nous donner cet angle de comment les régulateurs appréhendent cette problématique et en quoi ils peuvent impulser des idées pour favoriser cet accès des PME. Et également M. Bader Ben Youssef, vous êtes directeur de la stratégie de la Bourse de Casablanca. Et là encore, les bourses, évidemment, sont les premières concernées et peuvent également à l'initiative de politiques volontaristes pour favoriser cet accès des PME. Alors cette présentation vous donne déjà une indication sur l'organisation du débat en première séquence. Ce que je vous propose d'abord, c'est d'entendre les représentants des PME sur cette question de l'accès au marché financier de ces entités qui représentent une part non négligeable et voire ultra majoritaire des économies africaines. Donc on sait le rôle qu'elles ont en termes de tissu économique. Et encore une fois, je rappelle, et je sais que les participants l'ont en tête, d'insister sur des recommandations pratiques, des échanges, pour qu'on sorte de cette table ronde, voilà, peut-être pas un plan d'action, mais des idées novatrices éventuellement pour résoudre cette question. Alors je passe la parole en premier au docteur Joseph Boguifo pour nous donner son avis de représentant des PME de Côte d'Ivoire sur, face à cette question, comment réagissent vos adhérents, quelles sont leurs attentes particulières pour favoriser leur accès au marché financier. Merci, monsieur Jean-Christophe Devouges, pour la question. Pour moi, il est important déjà, dès le départ, de souligner qu'il y a une différence fondamentale entre les grandes entreprises et les PME. On ne le dira jamais assez. On ne peut pas prendre les grandes entreprises et les considérer comme les petites entreprises, les considérer comme les grandes entreprises et leur proposer d'emblée les solutions qui s'adressent aux grandes entreprises.
Les PME vivent des réalités. Et on n'entrera pas dans les détails, mais aujourd'hui, on sait très bien que l'accès au financement est une de leurs plus grandes préoccupations. Et en face, on a des propositions financières qui existent. Donc on se dit que normalement, il ne doit pas avoir de problème, mais devait y aller vers ces propositions financières. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'elles vivent dans des réalités, et ces réalités font que le langage, très souvent, qui leur est proposé par le monde financier, les conditions qui leur sont proposées par le monde financier, posent un problème. Si nous regardons du côté, comme on dit, des marchés des capitaux, pour nous, les PME, c'est un peu une nébuleuse. Quand on parle des marchés des capitaux, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on leur propose concrètement au niveau des marchés des capitaux? Et selon leur structuration, est-ce qu'elles sont capables de répondre justement à ces attentes qu'on leur propose le marché des capitaux? C'est un peu tout cela qui fait la question. Les PME ont besoin de financement très souvent immédiat pour faire tourner leur entreprise. Donc il y a un besoin en fonds de roulement qui est constant, qui est là pour faire tourner leur entreprise, dont elles ne bénéficient pas de la part des premières institutions financières que sont les banques, parce que les banques ne leur font pas confiance. On est dans un système où on a deux groupes, et les deux groupes ne s'entendent pas parce qu'il y a un grand problème de confiance entre les deux groupes. Alors, il y a ce que les banques reprochent aux PME, et il y a tout ce que les PME reprochent aux banques. Alors, il est évident que pour que les deux s'entendent, il faut qu'il y ait un dialogue qui permette que ces deux entités se rapprochent et que ces deux entités puissent se comprendre. Et je pense que pour moi, ça c'est assez fondamental. La PME qui a besoin d'aller vers la banque et qui en face à une banque qui lui propose un taux d'intérêt qu'elle estime élevé, qui lui demande des garanties qui sont énormes, qu'elle est incapable de produire, très rapidement, elle revient sur elle-même en disant « je n'ai pas de solution à mon problème ». Donc je pense, pour moi, ce que je dis très souvent, il peut y avoir des solutions pour financer, des solutions pour faire beaucoup de choses, mais il faut pouvoir les adapter aux réalités de la cible et même les adapter de façon spécifique. On ne peut pas proposer les mêmes solutions en fonction des différents secteurs d'activité. Je vais parler, moi je suis dans la santé, j'estime que le secteur de la santé a ses réalités. Si on doit pouvoir financer ce secteur de la santé, il faut connaître ces réalités, les épouser et voir comment mieux les financer. Si on va dans le secteur de l'agriculture, c'est pareil, il y a des réalités. Mais si on veut faire une proposition unanime, sans tenir compte de toutes ces réalités-là, ça pose problème. Pour moi, ça pose problème. Merci beaucoup. Mostafa Edjaï, je me tourne vers vous. Est-ce que vous concourez à ces attentes, ce diagnostic, un constat un peu d'un déficit de confiance entre les banques et les PME? Est-ce que dans ce cadre-là, les marchés, pour vos adhérents, c'est une piste de réflexion? C'est quelque chose d'utopique, de pratique? Il y a une vraie attente là-dessus? Est-ce que c'est une perspective de solution à ce déficit de confiance envers les banques? Merci beaucoup pour cette question assez pertinente. Moi, je pense que la problématique d'accès au financement des PME et des TPME, mais en particulier PME parce que c'est un peu la cible pour la thématique même de ce forum, c'est qu'il y a une problématique d'asymétrie de l'information. C'est-à-dire que l'information ne circule pas de la même manière entre la banque et le chef d'entreprise. Et il faut le dire parce que moi j'ai une double casquette, je suis aussi banquier, il y a toujours, comme a dit mon cher ami, des reproches mutuels. Il y a une problématique de confiance parce que la banque estime que le client n'est pas transparent, je parle notamment des PME, et c'est pour cela qu'elle se couvre et exige des garanties.
et le chef d'entreprise estime que la banque est trop exigeante, elle demande trop de garanties, c'est plus un prêteur à gage qu'un financier. Alors pour revenir à notre sujet, je voudrais d'abord, pas besoin de rappeler le poids des PME dans toutes les économies africaines, mais on sait que pratiquement plus de 90% de notre tissu économique, c'est des PME. Il y a au Maroc, d'après les dernières statistiques d'Inforisque, sur 210 000 entreprises, il y a à peu près 10% de PME. Et quand je dis PME, avec la nouvelle définition de Banque Maghreb, on parle de 175 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et je voudrais dire qu'il y a également une problématique de communication. Par exemple, la PME, dès qu'on parle de marché boursier, et on le voit avec les clients, on le voit aussi à la CGM, que je représente aujourd'hui, a des soucis d'abord, de transparence. Deuxièmement, le chef d'entreprise a peur qu'il y ait un autre actionnaire avec lui qui va être très exigeant en termes de reporting et surtout, il croit qu'il va co-gérer avec lui. Or, qu'on sait que sur les IPO, c'est des petits porteurs, c'est des epsilon, donc il continue à gérer. Et si, à mon sens, on arrive, et ça c'est le rôle de nos amis d'Avos Casablanca, je pense qu'ils le font très bien parce qu'ils ont fait des tournées régionales, si on arrive à expliquer à ces PME qui ont un potentiel que, comme vous l'avez si bien dit, docteur, que l'accès, elles ont déjà fait le plein avec leur banque. L'actionnaire ne peut plus mettre d'autofinancement. Il y a une ouverture qui est le marché boursier qui leur permet de financer, tout leur programme d'investissement pour être compétitif et surtout leur programme de croissance. Et on sait pertinemment que la PME marocaine et africaine en général, elle a deux défis. Un défi de compétitivité, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, et surtout avec le Covid et même auparavant dans un certain secteur. Il ne faut pas oublier, par exemple, je prends un exemple du secteur de la confection, textile en général. Le Maroc était un grand leader jusqu'aux années 90, mais après il a été dépassé parce qu'on n'a pas été compétitif, on n'a pas investi au moment où il le fallait. Il y a d'autres secteurs comme ça, et on a malheureusement beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y a également un souci de diversification de marché. Nous avons des marchés classiques et même nos produits à l'export sont classiques. Et si je vous donne sur les exportations marocaines, le nombre d'entreprises qui travaillent à l'export, c'est ridicule. Il y a moins de 200 PME marocains qui exportent. Donc, si ces PME veulent être compétitives, conquérir les marchés internationaux, il va falloir investir, être compétitif, se développer et en s'ouvrant sur le marché secondaire, puisqu'il y a des limites en termes de ratio bancaire. L'actionnaire n'a pas toujours les moyens de mettre des fonds propres. Il faut lui expliquer, ça lui facilite même la succession et la transmission, parce qu'il y a la pérennité de l'entreprise quand vous êtes coté en bourse. Et quand vous êtes coté en bourse, c'est à notre regard, même la banque vous regarde, parce que vous êtes transparent. Quand vous êtes coté en bourse, même les fournisseurs et les partenaires, et on l'a vu avec certaines PME qui ont fait des IPO, et puisqu'il y avait des tickets, je crois, sous votre contrôle même de 20 millions de dirhams, ce n'est pas des sommes énormes, et ces entreprises, on les prend avec beaucoup on change, si vous voulez, de regard en tant que bailleur de fonds. Donc je ne vais pas trop m'étaler, je pense que j'ai d'autres points de vue, on peut échanger peut-être avec la salle, et je vous remercie. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, il y a une appétence visiblement des PME, ça peut être une source de solutions de financement efficaces. Maintenant, en termes de marché, en termes de demande, est-ce qu'il y a de l'appétence pour le papier des PME? Je me tourne vers vous, Mostafa Hassani. Est-ce que, vous, en qualité de société de gestion, ce souci qu'on sent d'un point de vue macro de favoriser l'émergence des PME sur le marché, et après, si elles arrivent, on espère qu'elles arriveront, est-ce que du côté investisseur, il y a de la demande aussi, de l'appétence sur ces titres? Est-ce qu'il y a des contraintes à ce niveau-là? Parce qu'encore une fois, traiter le problème que de l'accès et pas traiter également celui de l'appétence et du marché, de la liquidité, ça serait résoudre le problème à moitié. Merci beaucoup Christophe en tout cas de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement de nous avoir donné la possibilité de nous retrouver après 2 ans d'absence, parce qu'il faut rappeler que c'est un des événements où on a vu le plus de monde ensemble physiquement, parce que ça fait 2 ans qu'on fait des réunions et des rencontres en mode virtuel. Aujourd'hui, on le fait en mode présentiel. C'est déjà
déjà une avancée majeure. Et je remercie en tout cas les organisateurs d'avoir donné la possibilité à tout ce beau monde de se réunir aujourd'hui sans bavette. Je constate que personne dans cette salle ne porte de masque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que des doléances, il y a aussi des choses positives qui nous arrivent aujourd'hui, malgré le fait que le contexte, je le soulignerai peut-être un peu plus tard, aujourd'hui qui est un peu difficile pour tout le monde, PME comprise. En tout cas, c'est un événement qui, pour moi, en tout cas, il est très important de venir aujourd'hui discuter autour de la problématique du financement des PME et du rôle des marchés des capitaux dans le financement des PME et en général dans la promotion des économies africaines. Je parlerai peut-être d'abord de la problématique de point de vue offre et demande. Donc il y a ici présents des représentants des PME et donc je fais d'abord un premier constat, c'est que je viens de le noter parce que c'est un constat que j'ai fait séance tenante, c'est qu'aujourd'hui donc même les représentants de PME parlent plus de banques et de rôle des banques dans le financement des PME. Donc il y a dès le départ donc, un certain écartement du marché financier ou du marché des capitaux dans l'esprit même des PME pour que ce marché puisse prendre sa position naturelle dans le financement des PME. Après on pourra parler des contraintes et je dirais du mode d'emploi pour que ça aboutisse. Donc il y a bien sûr, en dehors des banques, il y a un marché des capitaux, donc des modes de financement alternatifs qui sont aujourd'hui disponibles. En tout cas, si je peux parler du cas marocain, on a des solutions alternatives de financement qui sont prêtes à l'emploi. Encore faut-il qu'on respecte un certain nombre de critères d'éligibilité. Deuxième constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, on a une salle qui est à moitié pleine, donc alors qu'on a une audience, on a une présence des panélistes, je pense qu'on fera le nombre le plus élevé d'intervenants dans les différents panels. Donc, pour dire que le sujet est tellement important pour le marché que pour les consommateurs finaux, notamment les PME qui sont le sujet de ce panel. Et j'imagine qu'il y en a dans cette salle, donc le sujet est très très important. Il est aussi important que il faudra peut-être rappeler qu'on a besoin justement de PME, de plus de PME qui sont éligibles au financement par le marché financier, justement parce que nous, autant qu'investisseurs, on a besoin de plus de papier. Je rappellerai peut-être, et tout le monde dans cette salle le sait déjà, on est dans un contexte de taux bas depuis quelques années, donc on manque d'opportunités d'investissement, donc naturellement, on a besoin de plus de papier. Donc ça, c'est une vérité absolue et qui, à mon avis, durera dans le temps. Il faut aussi rappeler que, encore une fois, pour corriger peut-être un constat que j'ai pu faire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui les banques commencent à être sous pression de l'évolution du cadre réglementaire. Donc malheureusement, donc c'est une éviction qui s'imposera. C'est-à-dire que désormais, on ne pourra plus compter que sur les banques. On devra trouver des solutions alternatives de financement en dehors du financement intermédiaire, notamment à travers les banques. Parce qu'il y a un cadre réglementaire, on a eu Bâle 3, d'autres cadres réglementaires s'imposeront dans le futur. La consommation des fonds propres aujourd'hui devient un sujet très problématique pour les banques, donc on aura certainement besoin de trouver des solutions alternatives pour le financement de l'économie en général, et en particulier des PME, qui représentent, comme on l'a dit, 90% de la majorité des finances, des économies africaines en taille. Peut-être en contribution de PIB, ça représente beaucoup moins, mais dans tous les cas, donc effectivement, en termes d'acteurs, les PME aujourd'hui restent une cible très importante, et clairement, le marché des capitaux a besoin de cette cible justement pour pouvoir, je dirais, trouver d'autres solutions et d'autres alternatives de placement. Ça, si je parle d'une manière générale, pour un investisseur lambda, il est clair qu'il a besoin de voir plus de papier, notamment de papier PME, débarquer sur le marché de capitaux. Maintenant, peut-être pour revenir à mon activité, c'est celle de la gestion collective ou la gestion des OPCVM. La gestion d'OPCVM aujourd'hui contribue dans le financement des entreprises privées d'une manière générale, puisque aujourd'hui, donc sur le marché, si je prends des exemples du marché marocain, peut-être que sur le marché africain, donc effectivement, c'est des chiffres qui sont assez disparates, mais pour le cas du Maroc, les
les OPCVM aujourd'hui financent près de 60% de la dette privée, parce qu'il y a aussi, j'ai fait pas mal de constats, donc c'est aussi, je dirais, l'objectif de se retrouver tous ensemble, c'est aussi de découvrir certaines choses. C'est quand on parle souvent, quand on parle de financement, on parle de financement à travers la bourse ou à travers l'action. Donc il y a aussi le financement à travers la dette. Et aujourd'hui, donc, ce sont des mécanismes qui sont déjà existants, avec un cadre réglementaire extrêmement évolué. En tout cas, pour le Maroc, on a un cadre réglementaire très propice, justement pour pouvoir financer les PME à travers de la dette. Pas uniquement à travers la bourse, il y a aussi donc, des évolutions qui ont été faites à ce niveau-là, mais il y a aussi le marché de la dette. Peut-être que ça régulerait d'office cette problématique de se dire, j'ai tout à l'heure on en a parlé, certaines entreprises qui ont cette crainte d'avoir des actionnaires qui vont venir diriger à leur place, on peut leur dire d'ores et déjà qu'au lieu de céder une partie du capital, tout simplement vous prenez un crédit à travers une dette obligataire éventuellement. Encore faut-il être capable de se conformer à certaines règles, je dirais minimales, pour pouvoir prétendre à ce type de financement. Donc pour revenir à la contribution des OPCVM, donc pour le cas du Maroc, les OPCVM contribuent pour 60% des encours de dette privée émis sur le marché marocain, mais cela ne représente que 16% de nos propres encours. La gestion d'actifs au Maroc, c'est à peu près plus ou moins 600 milliards de dirhams, donc l'équivalent de 60 milliards de dollars. Donc ça ne représente que 16% pour dire qu'il y a une main d'investissement tellement importante qui pourrait être desservie très rapidement si on a donc on fasse donc un papier qui est éligible. Encore une fois, donc, il faut remplir un certain nombre de cases en termes de gouvernance, en termes de transparence, en termes d'organisation et de visibilité. Et aussi, bien évidemment, on est là pour faire fructifier l'investissement des épargnants et des institutionnels. Donc il y a aussi une logique de rentabilité, mais je peux peut-être m'avancer sur un point essentiel par rapport à cette histoire de rentabilité. Je pense que en termes de rentabilité, un coût d'endettement sur le marché bancaire peut éventuellement être plus compétitif qu'un financement classique. Donc il y a une certaine compétitivité qui est déjà offerte par le marché des capitaux en termes de coûts de financement, éventuellement, même s'il y a des barrières à l'entrée, on peut appeler ça comme ça. Pour les PME, donc ça va être des barrières à l'entrée, mais en fait c'est un ticket d'entrée pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement structurel dans le temps et aussi bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment financiers. Je pense aussi, peut-être que je suis en train de trop m'étaler par rapport à ce sujet, encore une fois, je rappellerai que c'est un sujet qui est extrêmement important et on peut en débattre encore des heures et des heures, mais je voudrais peut-être pour en finir rappeler que nous avons surtout besoin, nous en tant qu'investisseurs, justement pour attirer plus de PME, plus de papiers sur le marché de la gestion d'actifs, de contribuer fortement à l'éducation financière. Ce n'est pas un besoin, mais c'est, encore une fois, donc c'est un rôle qu'on est censé jouer, et en tout cas pour la SFIN, nous nous sommes engagés dans notre feuille de route pour accompagner donc, l'écosystème dans l'éducation financière, dans la diffusion et la vulgarisation de l'information, parce qu'il est très très important de communiquer autour de ce qu'on fait, de ce qui est disponible aujourd'hui, pour que justement les PME puissent venir se servir sur le marché. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que vous dites, peut-être à Baba Cardio, une question sur la taille des PME, parce que là on aborde les PME comme une catégorie uniforme. Effectivement, il y a cette distinction marché-action, marché-dette. Est-ce que vous, en tant que professionnel des marchés, objectivement et sans vouloir faire la douche froide du tout, mais quand on parle de PME, toutes ne sont peut-être pas appelées, ou en tout cas le degré de difficulté n'est pas forcément le même selon la taille des PME, et en se disant peut-être que pour le marché action, il faut quand même avoir une certaine taille. Et puis pour mon autre question là-dessus, c'est pour résoudre justement, et toujours sur cette problématique de taille des PME, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes qui permettent un peu de les apprécier, de tiers groupés, et comme ça de ne pas écarter même les tout petits acteurs qui individuellement auraient beaucoup de mal à s'introduire sur les marchés? Est-ce que d'un point de vue technique, il n'y a pas des solutions pour voilà, pas écarter une grande partie des PME qui restent de taille individuelle quand même petite, et sinon il y aurait du mal?
Merci Jean-Christophe. Et d'abord, peut-être je vais rejoindre Moustapha et remercier les organisateurs. Remercier également tout l'auditoire qu'on a et les panélistes. Je pense que c'est une question très intéressante, comme il a bien expliqué, pour toutes nos économies. Je pense en Afrique, mais dans tous les pays émergents. Si on prend le cas d'économies comme dans la zone UEMOA et peut-être même un peu plus en Afrique, on verra que les paiements seront, comme on l'a dit, un peu plus de 80% de l'économie réelle. Mais sur une bonne partie des régions, elles représentent moins de 30% du PIB. Mais malgré ça aussi, ça fait à peu près un peu plus de 70% des emplois. Après, il faut voir quelle est la qualité des emplois. Donc, il y a un ratio quand même qu'il faut bien voir de la taille qu'ils représentent dans l'économie, donc dans le potentiel également de croissance et de développement de ces économies vu la taille dans le PIB, mais également de l'impact que ça peut avoir sur toutes ces populations en cas de développement. D'où, je pense, la question de leur accès au financement, mais plus globalement de leur développement, est capitale. Et pour revenir un peu à ta question, lorsqu'on parle par exemple des PME, aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse au financement, ou l'accès au financement des PME ou à leur développement? L'objectif, en réalité, ou in fine, c'est le développement de nos économies, c'est le développement du secteur privé, c'est l'amélioration des conditions de vie de tout ce système, en tout cas de toutes ces populations. Et pour arriver à ceci, il est important aussi de bien comprendre quel est le contexte qu'on a en face. Autant on sait que c'est bien les PME, mais c'est bien pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Au début, on en a parlé, et je pense que si on crée cette dualité entre les PME ou les entreprises et les banques, c'est bien, mais tout monopole est mauvais. Donc, quelque part, je pense qu'il faut diversifier les sources, d'autant plus que le contexte l'impose. Pourquoi ? Quand on prend la zone UEMOA, peut-être qu'on connaît un peu mieux, mais je pense que c'est quelque chose d'assez constant, et Moustapha aussi en a parlé, il y a la mise en place de tout ce qui est la réglementation BAL 2, BAL 3. Certes, il y a eu une petite pause compte tenu de l'effet Covid, mais ça va repartir et d'autres réglementations vont arriver. La résultante derrière, c'est que forcément, il y a... ça demanderait normalement une forte recapitalisation ou capitalisation des banques pour avoir le même périmètre parfois d'activité. Ce qui aussi ne sera pas tout le temps évident. En face, on a aussi bien la demande du secteur privé, mais on a aussi la demande et les déficits du secteur public, des États qui font face à toutes les problématiques qu'on a essayé même de couvrir dans les panels précédents, donc qui sont également une demande de financement. Les parents pauvres de cette situation risquent d'être les PME, parce qu'il y a plus d'asymétrie d'information, donc il y a plus de risques. Les tailles sont plus petites, donc il y a une problématique de business model. Et quelque part, même lorsqu'on parle de PME, on préfère plus celles qui sont le M+, que vers le P. Les petites et qui sont les plus nombreuses. Donc, face à ça, nous pensons que le marché peut être une solution efficace, et je vais revenir après sur la typologie et la solution. Donc, on se rend compte que le marché en face, qu'est-ce qu'on constate? Et nous, qu'est-ce qu'on a constaté dans notre zone aussi? On a les investisseurs institutionnels, on a les gros corporates, on a certaines family office, en tout cas de personnes fortunées, qui en face n'ont pas assez de classes d'actifs pour investir. Et donc, on a des niveaux de surliquidité qui se retrouvent encore, parfois en DAT bancaire ou parfois en économie hors système, ainsi de suite. Mais ces acteurs sont preneurs d'opérations structurées, parce que ce sont des opérations qui passent par le marché, où il y a un certain niveau de structuration, il y a un certain niveau de qualité, et forcément, il y a un certain niveau de spread qui leur permettent de se rémunérer. Donc, quelque part, l'offre, ou en tout cas la demande dans ce type de produit, elle est présente.
Et je pourrais revenir en détail quand on va un peu aborder le point, parce que nous, on en a fait l'expérience concrète. Donc, au-delà de l'aspect théorique, donc passer de manière pratique sur la situation de A à Z. Maintenant, pour revenir rapidement aux PME, la problématique qu'on a, c'est que lorsqu'on parle des PME et de cette demande, il faut se poser donc la question, qu'est-ce qui bloque? Et ça aussi, c'est dans la typologie des PME. L'accès au financement, moi je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit. Voilà la problématique. Alors qu'en réalité, c'est une résultante. Pourquoi on n'a pas accès au financement? On en a parlé de certains. Il y a l'asymétrie d'information entre les entreprises. Mais il y a aussi parfois des problèmes de gouvernance. Il y a des problèmes également qui peuvent être de visibilité sur le business model, d'éducation financière, qui font que la banque, qui n'est peut-être pas outillée sur certains aspects, étant le seul pourvoyeur de capital, forcément il y a un rationnement de crédit. Et l'alternative qui passe par le marché, et ça je ferai une petite digression, je pense qu'il faut voir la question sur tout le spectre de la classe d'actifs disponibles, dont font partie l'equity, qui est tout au bout, que ça soit par le marché ou ça soit par des fonds d'investissement ou autres, que ça soit sur de la dette subordonnée, que ça soit des prêts actionnaires, que ça soit des comptes courants associés, que ça soit des dettes juniors, jusqu'à arriver aux dettes classiques seniors, jusqu'aux dettes bancaires, obligataires, ainsi de suite. Et donc c'est tout ce panel qu'il faut qu'on essaie d'alimenter pour que tous ces maillons soient présents afin de pouvoir régler la première problématique. Ou en tout cas, donner les outils. Le deuxième, c'est également, c'est bien de financer les PME, mais il faut qu'elles soient compétitives. Il faut qu'il y ait la viabilité du business. Et la problématique que l'on voit sur ce mismatch, je peux le résumer en 4 points. Cette disparité des PME, lorsqu'on dit 80 ou 90% des entreprises sont des PME, lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle moyenne entreprise ou de taille intermédiaire supérieure, vous verrez que le ratio on va être autour de 10-15%. Tout le reste encore va être les PME, les TPE, ainsi de suite. Le marché n'est peut-être pas, si on devait faire un financement direct, ne serait pas outillé pour faire ça, pour 4 raisons. Un, il y a un problème d'attractivité d'abord pour les PME. Celles qui n'ont pas accès au financement bancaire, celles qui ne sont pas organisées, sont encore plus difficiles à amener sur le marché, quelque part. Parce que ces mêmes problématiques se répercutent. Et ça, c'est les TPE, c'est ainsi de suite. La deuxième problématique que l'on va voir, c'est lorsqu'on trie l'échantillon, l'attractivité. Celles qui ont l'accès ou qui peuvent être éligibles. Parce que le marché permet d'avoir des maturités 5, 10, 15, 20 ans. Pour des entreprises qui veulent investir, c'est important de pouvoir matcher au moins ces ressources. Ce qui, parfois dans nos horizons et dans nos environnements bancaires, compte tenu de la politique ALM, il est assez difficile d'avoir des expositions sur certaines durées. Donc, ça c'est une deuxième problématique. Celle qu'on va avoir aussi, lorsqu'on parle en cours de l'attractivité, celle qui a accès au financement se demandera, bon, ce pas à faire vers la transparence, parce que le marché aussi c'est la transparence, il faut publier. Quel est le coût indirect qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est un coût d'une exposition fiscale un peu plus élevée? Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais bon, c'est des éléments que nous voyons dans la pratique. C'est également, in fine, le taux que j'obtiens, in fine, avec les coûts d'émission, compte tenu des montants qui sont plus petits, donc plus difficiles à absorber, avec également tout le processus qu'il faut prendre. Est-ce qu'à la fin de la journée, je veux partir dans cette aventure, ou je préfère me débrouiller, essayer de colmater avec ma banque, ou essayer de m'autofinancer, ce qui fait un retard dans ma croissance. L'autre point, c'est un point également lié parfois même au business model des acteurs qui doivent structurer ces opérations.
Structurer une opération pour une PME, pour l'amener, que ce soit sur de l'obligataire ou sur de l'equity, peut parfois demander autant, voire plus de temps que pour une grande entreprise. Donc le business model va revenir forcément sur les acteurs qui vont se demander quel est le business model économique qui me permet d'aller à une solution viable. La dernière problématique, et peut-être je m'en arrête sur ça, sur cette partie, puis après les pistes de solution, c'est le cadre aussi réglementaire. Il y a eu beaucoup d'avancées. Si je prends le cas, par exemple, de l'UEMOA que je connais mieux, il y a forcément beaucoup de produits qui ont été mis en place, notamment au niveau de la bourse, avec les nouveaux compartiments dédiés aux PME, la partie sur les mini-bonds, ainsi de suite. Par contre, on ne voit pas encore les choses arriver. Donc, ce qui, pour moi, nous fait penser qu'il y a des petits réglages encore pour pouvoir faire correspondre cette demande et cette offre. Et là où je voudrais peut-être m'en arrêter puis laisser les autres intervenir, c'est maintenant donc, qu'est-ce que l'on voit comme piste de solution? Mais je pense que la solution vient même dans le problème. Il n'y a pas une seule solution qui puisse aller à toutes les problématiques. Il faut aussi comprendre quelles sont parfois la réalité de nos économies. La réalité de nos économies, c'est parfois aussi une économie qui est fragmentée dans sa structure. Je donne l'exemple simple. On connaît les grandes entreprises comme Procter & Gamble, ainsi de suite. Mais lorsque ces gens ils viennent, ils ne vendent plus un packaging, je prends l'exemple basique, même les couches culottes, ils ne vont pas vendre des jumbo packs, ils vont faire des micro packs, des packs de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Parce que c'est ça qui va être adapté à la taille de l'économie. Heureusement ou malheureusement, on a aussi une économie et des entreprises qui ont parfois cette fragmentation. Donc pour résoudre les problématiques que j'ai soulevées, une des pistes, c'est de pouvoir mutualiser les efforts. Et ça, je pourrais revenir en détail avec vous là-dessus si, en fonction de comment c'est organisé. On a eu l'opportunité à la chance d'avoir fait le processus de A à Z. Je m'explique, c'est-à-dire de proposer une solution globale de financement à des PME regroupés avec un process de basket bond, d'identifier ces entreprises, de pouvoir dire de manière concrète où sont les goulots d'étranglement, de voir également sur le type de véhicule qu'il faut et donc les adaptations qu'il faudrait sur un plan réglementaire. Et pour la piste, cette opération qui pour d'autres raisons n'ont pas pu se faire, mais elle est en train d'être regardée sous une autre forme peut-être, ce book était vendu à plus de 3 fois avant même qu'on arrive à l'opération. On l'aurait mis sur le marché, elle serait closée en moins d'1 heure. Donc pour montrer que la demande, elle est là, l'offre en tout cas, elle est là, la demande doit être adaptée, mais dès qu'on aura cette solution, en tout cas, qui sera une résultante d'un écosystème, il peut y avoir plein de choses. Monsieur a tout de suite parlé, au-delà de sa casquette de représentant des entreprises, des PME plutôt, la casquette également dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de l'Afrique. L'Afrique, c'est le dividende démographique, mais ce dividende démographique ne peut être réel que si on a une population éduquée, une jeunesse saine et en bonne santé. D'où les problématiques de la santé et de l'éducation. Heureusement ou malheureusement, dans beaucoup de ces pays, ces systèmes se sont effondrés. Et les États, compte tenu de beaucoup de problématiques à faire face, demandent le relais du secteur privé. Et ça aussi, nous avons des pistes de solutions adaptées à ces acteurs de cette taille. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aboubacar. Effectivement, on retient cette idée de basket bonds, de mutualisation, en fait, de groupement de PME pour faciliter leur accès sur leur marché. Je retiens également de votre intervention et des interventions précédentes cette question sur les obstacles un peu réglementaires, avec en sous-jacent cette idée pour attirer les PME, au-delà des éléments
d'état d'esprit, de connaissance du marché, d'éducation. Est-ce qu'il faut assouplir les règles des marchés pour les attirer, et jusqu'à quel point, parce qu'il y a aussi un objectif de maintenir la confiance au global et de, sans doute, du point de vue régulateur, de ne pas vouloir brader les principes que sont ceux qui organisent le fonctionnement des marchés. Et donc je me tourne vers vous, Axel et Honda. Est-ce que du point de vue de la COSUMA, voilà, face à cette appétence tant au niveau de la demande que de l'offre, de dire on veut pousser les PME, etc., ce constat qui est fait alors c'est pas le seul obstacle, ça serait trop facile de résumer à ça, c'est ce qu'on a vu, mais d'une régulation peut-être à dessiner particulièrement autour de cet objet et de cet objectif. Quelles sont vos pistes de solutions, de réflexion pour permettre d'adresser et d'encourager cet accès des PME au marché? Bonjour, merci Jean-Christophe. Merci aux organisateurs d'avoir associé le marché financier de l'Afrique centrale à ces débats très riches. Nous apprécions beaucoup d'être là présents, de faire valoir un peu ce que nous faisons chez nous. Et d'emblée, je dirais que il ne faut pas penser que le marché financier est là pour résoudre tous les problèmes des PME. Il faut vraiment que les gens aient ça à l'esprit. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous, on a pris le problème à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on n'a pas décidé de trouver le financement aux PME, mais la question a été de savoir comment développer le marché financier. Quelles étaient les pistes pour nous de développement du marché financier? Quels étaient les axes stratégiques qu'il fallait emprunter afin que notre marché, qui est très jeune, puisse pouvoir éclore? Et parmi ces pistes stratégiques et prioritaires, il y avait les PME. Pour une raison qui est très simple, tout le monde l'a dit ici, les PME, chez nous, c'est 95% du tissu économique. D'accord, c'est 80% des emplois. Et en réalité, c'est les seules entreprises qui représentent l'ensemble du secteur des économies. Et comme on sait que la bourse, le baromètre de l'économie, c'est ce qui montre les tendances et la force d'une économie, nous avons cherché des pistes et justement qui concourent au développement et au financement des CPME juste pour les attirer vers la bourse, afin que tous les secteurs économiques soient représentés sur le marché financier. Nous avons remarqué que la première chose, c'est qu'on n'est pas attiré par ce qu'on ne connaît pas. Nos PME existent depuis longtemps, le marché financier est venu un peu plus tard. Elles étaient habituées à passer par les banques qui n'avaient pas de plaisir à financer les PME, qui étaient obligées de partir vers des microfinances qui utilisent ou qui impactent des taux qui sont très élevés. Alors, le marché financier s'est dit, mais comment répondre justement à la problématique de financement des PME? Alors, la première chose, les premiers axes que nous avons utilisés, que nous utilisons aujourd'hui, c'est de vulgariser le marché financier. Il faut faire connaître le marché financier auprès des CPME, en réalité, qui sont habitués à aller vers les banques et qui sont rejetés par la suite. Parce que simplement, la structuration même des PME ne permet pas aux banques, justement, ne donne pas des banques assez de confiance pour pouvoir les financer. Pour toutes les raisons que tout le monde ici a citées, une PME qui arrive chez nous, c'est encore peut-être plus criarde. Parce que parfois, vous voyez, on a des PME qui n'ont même pas de bilan. On a des PME qui ont 5 bilans, parce qu'en général, les PME sont créées par des hommes politiques, parce qu'il y a un marché public. Il sait qu'il y a un marché public, on doit faire une autoroute. Il crée ex nihilo une PME, parce qu'il est ministre des Travaux publics, il est ministre des Finances, et il sait qu'il y aura tant de milliards que l'État va allouer à ce projet. Et donc la PME est créée ex nihilo, donc en fait sans avenir, sans rien du tout. Comme disait le docteur Edo Kossi Amenouvé, c'est-à-dire que sans ambition, on ne peut pas venir sur le marché financier. Parce qu'en réalité, le marché financier, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais en réalité, on ne regarde pas trop le passé, on regarde l'avenir, l'opportunité que vous amenez aux investisseurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place, avec les autorités politiques, des incitations pour les PME. Nous avons mis toute une batterie, c'est vraiment toute une batterie. Il y a la vulgarisation. Aujourd'hui, nous faisons en fait des réunions avec des PME. Nous avons 6 États
Et donc, dans chaque État, chaque année, nous faisons les journées du marché financier, dans lesquelles nous invitons en fait l'ensemble des petites et moyennes entreprises pour faire connaître le marché. Et ensuite, nous sélectionnons parmi ces sociétés PME, parce que tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas tout financer. Toutes les PME ne sont pas éligibles. Donc, il y a certaines qui peuvent être portées, qui peuvent être coachées, qui peuvent être amenées à niveau afin de pouvoir rentrer en bourse plus tard. Pour cela, il faut que les autorités politiques, aujourd'hui, nous nous battons avec les parlements, qu'il y ait des lois d'armistice. Vous savez, il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui veulent venir au marché, mais qui ont peur parce que avant, elles n'ont pas été très transparentes en termes de résultats avec le fisc. Donc, ils nous disent, écoutez, nous, il y a de cela 5 ans, nous sommes arrivés avec un revenu sur l'impôt sur le revenu des temps. Après, on a fait comme ça, on avait un bilan pour la banque, on avait un bilan pour l'État, on avait un bilan pour nos actionnaires. Et le jour que nous allons sortir, et on vous demandez 5 ans d'arriéré pour etc. Comment nous allons justifier cela? Ça, c'est vraiment le cœur des discussions, des débats que nous avons avec les PME aujourd'hui pour pouvoir financer les PME via le marché. Le marché, c'est la transparence. Et avec les États, nous essayons de dire aux États, écoutez, vous savez, vous connaissez comment ça marche. Vous savez que ces PME n'ont pas été transparentes à l'époque. Aujourd'hui, nous, on pense que tout le monde est gagnant. Si vous ouvrez, vous donnez la possibilité aux PME d'arriver, sans pouvoir faire des poursuites derrière, ça va permettre aux PME d'être maintenant transparentes, de pouvoir jouer leur rôle dans l'économie. Et c'est toutes ces batteries de mesures que nous avons mis en place pour pouvoir attirer les PME. Aujourd'hui, par exemple, avec un État comme le Gabon, nous avons mis en place, le Gabon a créé en fait 2 choses. La première chose, ils ont créé en fait une société de garantie pour les PME. Ça veut dire que toutes les PME qui veulent venir au marché, c'est cette société d'État qui est une filiale du fonds souverain qui en fait porte la garantie de cette PME, à condition bien sûr que cette PME ait le minimum requis. D'accord? Nous marchons aussi dans la mutualisation. Aujourd'hui, les PME ne sont pas facilement identifiables. Mais il y a certaines structures, notamment comme je parlais de microfinance, et d'autres groupements de tontines que nous avons chez nous, qui identifient facilement des associations, qui identifient facilement ces PME. Donc, nous pensons notamment pour les emprunts obligataires que les PME peuvent se regrouper en association et en réalité, c'est plutôt la microfinance qui va venir sur le marché et qui va porter en fait l'emprunt pour l'ensemble des PME. Donc, nous marchons comme ça sur un certain nombre de mesures et nous rassurons aussi les patrons des PME qui, vous savez, Internet est bien, mais Internet vient un peu donner une information parfois qui est un peu biaisée. Parce que tous les patrons que nous avons approchés, pour eux, ils se disent, mais si nous on vient en bourse, on va perdre notre entreprise. Moi, j'ai mis du temps pour construire ma société et on dit quand on arrive en bourse, on peut perdre notre entreprise. Et donc, c'est tout un devoir de pédagogie que nous mettons en place aujourd'hui afin de pouvoir rassurer les patrons qu'ils peuvent venir sur le marché, lever des fonds et surtout faire connaître leurs produits. Parce que nous sommes un État nous sommes une zone de 6 États et nous visons notamment les PME qui ont l'ambition de s'exporter d'un État à un autre, y compris dans la zone. Aujourd'hui, nous avons mis en place aussi avec l'État du Congo et certains bailleurs de fonds vraiment des groupes en fait de mise à niveau des PME là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons incité en fait certains capital risqueurs à venir sur le marché. J'entendais M. Aminové disait qu'il fallait sortir et il y avait un problème de fiscalité. Et chez nous, en fait, la loi CEMAC, pour tous les fonds souverains qui viendraient ou les capital risqueurs qui viendront prendre les parts sur des PME sortirait vraiment défiscalisé totalement en passant par le marché, évidemment.
Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Monsieur Bader Ben Youssef, je me tourne vers vous. Donc, on a entendu le point de vue du régulateur de la COSUMA. Voilà cette volonté d'adaptation des textes et d'être dynamique sur cette question, y compris d'aller chercher les PME directement, ce qui est assez original et mérite d'être reconnu d'un point de vue de régulateur. On va chercher le marché. Est-ce que vous partagez un peu cet objectif et du côté de la bourse de Casablanca, on a parlé de cette idée d'un compartiment dédié aux PME notamment. Est-ce que c'est des outils qui ont été mis en place? Est-ce que ça suffit? Et surtout, est-ce que cela fonctionne? Voilà, votre expérience et vos idées sur cette question sont bienvenues. Merci. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là et ravi de voir en personne. Voilà, ça a été dit, c'est un plaisir vraiment de se retrouver. Mais que c'est difficile de parler après 5 grandes interventions et de pouvoir dire quelque chose. Bon, je vais essayer de focaliser sur peut-être des choses qu'on a vécues à la bourse et qui permettraient peut-être d'enrichir un petit peu le débat. Aujourd'hui, bon, je vais parler de mon expérience professionnelle à la bourse. Ça fait 12 ans que je suis à la bourse. Ça fait 12 ans que je cherche à attirer des PME. On a essayé plein de choses. On a une incitation fiscale qui est devenue aujourd'hui une incitation. Alors elle était temporaire, elle est devenue intemporelle. On offre 50% de réduction sur l'IS pendant 3 ans. C'est des choses super intéressantes pour les entreprises. Pendant 3 ans, on a lancé aussi un produit qu'on appelait, il me semble, l'offre PME. C'était avant une autre initiative qu'on vient de lancer. C'était, on donnait 500 000 dirhams à une PME qui venait s'introduire en bourse. Cash. Personne n'est venu. Et après, on me demandait, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. On a fait des tournées régionales, on a fait de la prospection directe, on rencontrait des centaines d'entreprises chaque année. On continuait à travailler, on continuait à essayer de convaincre les gens et de faire des études et de mobiliser les bailleurs de fonds internationaux et de leur dire mais pourquoi ça ne marche pas, etc. Donnez-nous des exemples à l'international, etc. Donc voilà, mais je pense que pour résumer, ou peut-être pour conclure ce que j'essaie de dire, c'est que la problématique du financement des PME par le marché de capitaux est une problématique qui est universelle. On la retrouve pas uniquement en Afrique, on la retrouve en Europe, on la retrouve dans les pays en Asie, on la retrouve partout où les PME ont besoin d'argent, les PME ont besoin de pérenniser leur entreprise, etc. Maintenant, les réponses de chaque pays et de chaque région sont complètement différentes. Et ce qu'on a retenu des benchmarks qu'on a fait, pas mal de visites où on est parti faire dans d'autres régions, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle pour lequel cela marche. Il y a des points communs, des dénominateurs communs effectivement, mais on ne peut pas appliquer, je pense que ça a été dit, appliquer un modèle et dire ok, ça va marcher. Il y a des préalables à mettre en place, mais chaque pays, chaque région, parfois, il faut aller traiter le problème comme si c'était un produit qu'on va designer pour cette région, pour ce secteur, des choses comme ça. Mais il faut qu'on soit, moi, le principal élément sur lequel je pense qu'on doit réfléchir, c'est nous, en tant qu'opérateurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir créer ce lien et pour pouvoir combler ce gap entre les entreprises et le marché.
opérateur étant tout l'écosystème. C'est-à-dire que pour pouvoir faire en sorte que la PME puisse être intéressée par le marché, il faut qu'on aille lui parler, il faut qu'on la prenne par la main, il faut qu'on l'éduque, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on la rassure. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Monsieur parlait du business plan des opérateurs. Oui, il y a une problématique de business plan des opérateurs. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment investir de son temps et de son argent pour accompagner une entreprise et qu'au final, elle ne fasse pas l'opération. Et donc, il n'y ait pas de return derrière. Et donc, aujourd'hui, je disais, il y a une nécessité de pouvoir être innovant dans la manière de vendre le marché de capitaux, dans la manière de lancer des produits. Et il y a aussi une problématique de time to market. Aujourd'hui, notre marché est incapable, je pense qu'il faut faire la critique, est incapable de donner de l'argent rapidement à une entreprise. Toute entreprise qui vient, quelle qu'elle soit grande ou petite, elle a besoin d'un minimum de temps parce que il y a des impératifs réglementaires à respecter, il y a des procédures, il y a des choses comme ça. Ça prend 2-3 mois. En termes de compétitivité par rapport à d'autres produits qui existent sur le marché, on n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir et on doit travailler. Alors dans d'autres cieux, il y a eu des choses, l'innovation est là pour faire en sorte qu'on fait confiance au marché pour lancer des produits et réglementer après. Je prends par exemple l'exemple des SPAC. Les SPAC ont fait fureur depuis 2-3 ans. On a des milliards et des milliards de dollars qui ont été mobilisés pour financer des entreprises. En tout cas, alors pour moi, c'est une introduction aux bourses inversée. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe. Et je pense qu'en début de semaine, les États-Unis ont arrêté les SPAC. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des abus, il y a eu des abus, etc. Mais c'est un système qui a marché pendant 2 ans et qui a permis de financer l'économie, de financer un certain nombre d'entreprises, même s'il y a eu de la casse, même s'il y a eu des abus, il y a eu quand même un financement. Le rôle de financement que doit remplir le marché de capitaux a été rempli. Et donc, cet impératif d'innovation et de time to market est très important. Et donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tous opérateurs et on est tous conscients que le problème n'est pas un problème de demande, mais un problème d'offre. Mais ne blâmons pas uniquement les PME et leur manque de préparation. Essayons de réfléchir, nous, en tant qu'opérateurs, en tant qu'écosystème, comment on peut faire pour améliorer les choses, pour pouvoir faire en sorte d'être compétitif vis-à-vis de cette population. Peut-être un dernier point. Je pense, et pour résumer un peu aussi, pour revenir sur cette problématique de readiness de la PME, on a fait pas mal de focus group, on a fait des études, des choses comme ça. Et je voudrais peut-être fixer les freins qui ont été vraiment identifiés en tant que freins pour ces entreprises-là. Et c'est juste peut-être pour essayer de donner quelque chose de consistant. On a 4 freins techniques, généralement, qui sont cités par les entreprises. Un, c'est la transparence fiscale. Je pense, voilà, ça a été cité. La transparence fiscale, elle n'est pas uniquement au niveau de l'économie qui n'est pas forcément plutôt des activités qui ne sont pas déclarées, des choses comme ça, mais c'est aussi la transparence fiscale, c'est après opération. C'est que aujourd'hui, quand une entreprise est cotée ou quand une entreprise fait une opération sur le marché, dès lors qu'elle commence à communiquer de manière
transparente, ben, elle devient une... Bon, je vais me faire jeter, je crois. Une cible facile pour tous les redressements fiscaux, etc. Ça, je pense que les choses sont claires et les choses sont un peu universelles. Hein. Vous savez, voilà, on va chercher là où est l'argent, on va chercher là où c'est plus facile à récupérer. Deuxième frein, c'est la perte de contrôle, ça a été cité également. Le 3, c'est la transparence commerciale par rapport aux compétiteurs. C'est, ok, si je donne mes chiffres, ben, le concurrent va voir ce que je fais, il va faire mieux, etc. Et bon, on n'est pas dans le monde des bisounours. Une entreprise, si elle ne connaît pas son concurrent, si elle n'a pas les chiffres de son concurrent, c'est qu'elle a un problème. Pour être compétitif, et voilà, ça fait partie des choses réelles dans lesquelles la PME doit opérer. Et le troisième frein technique, c'est la préparation. La préparation, c'est la gouvernance, c'est le système de reporting qui existe. Pas forcément. C'est la readiness juridique. Hein, c'est le fait que, bah, voilà, il faut tenir des assemblées, il faut avoir des PV, des conseils, etc. Il faut que tout soit tracé. Et ça, ben, forcément, dans la vie quotidienne d'une PME, ça ne se fait pas automatiquement, en tout cas au départ. Et voilà, c'est au moment où on veut faire une opération qu'on commence à réfléchir, ah tiens, il faut que je fasse le PV d'il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, dans mon conseil, il y avait quelqu'un qui était mort et il faut que je le fasse revivre pour qu'il signe le PV. Bon, c'est des petites choses comme ça, je pense, sur lesquelles on doit être peut-être plus souple. Et puis il y a 3 freins culturels qui sont, je pense, intrinsèques à notre région et à notre pays. C'est que, et je pense que c'est surtout dans les pays francophones, les marchés boursiers sont intimidants, paraissent intimidants. On est très très loin, on est ce temple. Hein, d'ailleurs, j'aime bien parce que la représentation des bourses, c'est toujours un temple. Et un temple est intimidant. Il ne donne pas forcément envie d'entrer. Vous posez la question plein de fois avant de dire ok, je vais franchir le pas du temple. Edo, non, je pense pas que ça soit ton logo. Non. Mais nous on le fait. Hein, mais bon. Et donc voilà, c'est cette distance par rapport à notre clientèle cible. Et le deuxième frein, c'est que la bourse n'est pas dans le top of mind. Dans le top of mind, ça veut dire que quand une PME a un besoin de financement ou un besoin de transférer son actif, etc., ben, elle ne va pas penser automatiquement au marché de capitaux. Pourquoi? Parce qu'elle est forcément entourée de gens qui l'aident tous les jours. Je parle de son comptable, de son expert comptable. Je parle de son banquier parce que c'est le premier contact de l'entreprise. Tout cet écosystème n'est pas forcément ne place pas le marché de capitaux en tant que solution pouvant aider l'entreprise. Donc on va lui dire ok, bah, je peux te proposer un produit de chez moi, mais si j'ai pas de produit, bah, je vais pas le faire et je vais pas proposer le marché de capitaux. Et enfin, dernier frein, c'est le manque de connaissances. Et ça, je pense, voilà, ça a été cité, il faut qu'on éduque les dirigeants, il faut qu'on éduque les investisseurs aussi, parce qu'il y a quand on va sur le marché, bah, il faut aussi une prise de risque, et cette prise de risque, bah, elle est inhérente au marché de capitaux. Si les gens ne sont pas conscients que quand ils vont investir en bourse via un OPCVM ou directement, bah, ils prennent un risque, et ce risque-là, bah, il faut qu'ils le connaissent et qu'ils essayent de mettre en place des moyens de pouvoir le modérer. Sauf que, généralement, ce qui se passe, c'est que quand les marchés de capitaux et les marchés boursiers s'emballent,
ça attire plein de monde. Quand ça attire plein de monde, tout le monde prend des risques, tout le monde n'est pas conscient de ces risques, et quand ça se casse la gueule, tout le monde blâme le marché de capitaux. Donc voilà, c'est la problématique, elle est à multiples facettes du financement et du gap, en tout cas, entre le marché de capitaux et les PME. Mais on peut la traiter. On peut la traiter avec des éléments qui sont techniques, que ce soit la mise en place d'un marché alternatif, par exemple. Hein, c'est qu'un marché alternatif, c'est uniquement un marché qui est plus simple d'accès, plus facile, où il est plus simple de vivre, parce qu'on va demander des reportings qui sont plus allégés. Mais il n'empêche que ça reste du reporting, ça reste de la transparence, ça reste de la bonne gouvernance, etc. Donc il y a un préalable et il y a des conditions qui sont nécessaires pour pouvoir être sur ce marché-là. Et ces conditions nécessaires, il faut les préparer, il faut qu'on s'y mette tous pour pouvoir faire en sorte que les entreprises soient plus rassurées par rapport à la facilité de mettre en place ces choses-là et de pouvoir le faire de manière réelle. On a lancé il y a quelques années un programme qui s'appelle Elite. Alors, quand je vous disais que les solutions ne sont pas universelles, mais qu'elles doivent être adaptées, ce programme a été lancé en Italie. On est parti le chercher, mais pour pouvoir le mettre en place, on a dû l'adapter. Parce que y a une réalité qui est marocaine. Ensuite, on l'a mis en place, on a travaillé avec nos amis de la BRVM pour le mettre en place en Afrique de l'Ouest. On a dû l'adapter encore. Et donc, mais on travaille sur la même base, c'est la gouvernance, la transparence, et c'est surtout la volonté de pouvoir de l'entreprise et du dirigeant de l'entreprise de se développer, de croître et de créer de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui était à mon avis, un point essentiel et principal dans la mise en place de ce programme, c'est qu'on l'a mis en condition d'entrée des entreprises à ce programme-là. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise n'a pas une volonté de croître, elle est plus dans un système de rente ou autre système, on ne l'intègre pas dans le programme. Ce n'est pas la peine de la préparer, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Il faut aller vers les entreprises qui en veulent. Et les entreprises qui en veulent, elles travaillent, elles se préparent, et un jour, elles viendront sur le marché de capitaux. Et quand elles viennent sur le marché de capitaux, et c'est là je finirai par ça, je pense qu'il faut aller voir les bons exemples. C'est ces exemples d'entreprises qui ont utilisé le marché de capitaux, qui ont pu croître à des niveaux qui sont beaucoup plus importants que le reste du marché, qui ont pu exporter partout dans le monde parce qu'elles sont reconnues. C'est parce qu'elles ont trouvé des partenaires beaucoup plus facilement, des partenaires internationaux qui sont venus les chercher parce qu'elles sont cotées ou elles ont émis, en tout cas elles sont transparentes, donc l'information sur ces entreprises sont vérifiées, contrôlées par les régulateurs et donc censées être viables. Et c'est des entreprises qui sont pérennes, qui ont pu se transmettre de génération en génération sans aucun problème. Voilà. Et ça, voilà, il faut aller chercher ces entreprises-là, il faut qu'elles témoignent, il faut qu'on les prenne avec nous et qu'on aille auprès des autres entreprises pour les faire témoigner. Voilà. Je pense que ça aurait été Merci beaucoup. très long. Deux petites observations, questions que je lance en l'air peut-être aux membres de ce panel, et avant peut-être d'adresser la parole, de donner la parole aux membres de l'audience s'ils ont des questions. Vous parlez d'entreprises qui en veulent, etc. Alors il y a un segment de marché qui est un peu particulier, c'est tout ce qui est les entreprises dans la tech.
avec des opérations assez significatives qui ont pu intervenir ces derniers mois. Et on voit l'arrivée, alors encore progressive, mais quand même un mouvement assez marqué de fonds internationaux, etc., notamment américains, qui n'hésitent pas à investir directement dans des entreprises tech africaines. Est-ce que dans cette question de l'accès aux PME et reconnaissant encore une fois que ce public est assez particulier, il n'y a pas un enjeu pour le continent, les places locales, de ne pas voir échapper, alors on verra ce que ça deviendra, mais ces potentiels géants de la tech, et de vouloir se dire ils ont une vocation sans doute à venir sur les marchés locaux et être un peu un driver pour plein d'autres entreprises. Est-ce que ça, ce sujet fait l'objet d'une préoccupation particulière? Et la deuxième observation, et j'en termine, sur la question de l'attrait des PME, et c'est un point aussi qui a été abordé hier, c'est de dire est-ce que l'idée que quand on est coté en bourse, ça permet aussi d'intéresser plus facilement ses salariés, parce qu'on peut leur donner des actions, ils peuvent les céder, sinon c'est au frigo et on ne peut rien en faire. Est-ce que ça fait partie des axes et des arguments qui peuvent convaincre un peu les PME de se dire, ça encourage le projet de la société, puis deux, ça permet de mettre tout le monde autour de la table et d'intéresser plus facilement tous les salariés à l'aventure de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ces deux observations que j'avais. Si je peux continuer sur mon élan. Sur ce deuxième point, c'est quelque chose qu'on essaye de marketer, en tout cas on le met parmi les avantages. C'est pas quelque chose qui est automatiquement auquel les dirigeants adhèrent. C'est bien, mais c'est accessoire. Par contre, sur la tech, ou en tout cas le fait qu'il y ait des intérêts internationaux qui viennent rafler un peu la mise, en tout cas en allant investir directement dans des entreprises, effectivement, je pense que nos marchés gagneraient, et je suis un fervent développement de la cotation plutôt que l'utilisation de tous les produits du marché de capitaux. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour que on puisse garder, pas la main, mais en tout cas garder le bénéfice du développement de ces entreprises-là, pour que ça reste, ça puisse être distribué à travers le reste de la population, et pas qu'un seul vienne tirer profit de tous les bénéfices de la croissance d'une entreprise. Et donc, oui, je pense que d'un point de vue démocratique, démocratiser la cotation des entreprises, qu'elles soient tech, qu'elles soient les entreprises d'infra, que ce soit toutes les licences que donnent les gouvernements à des sociétés étrangères, etc., que ce soit de prospection, que ce soit d'exploitation des mines, des choses comme ça. Moi, il me semble que c'est très important qu'on utilise également la bourse, le marché boursier, comme moyen de garder la main sur ce type de projet et ce type d'entreprise, pour qu'il y ait une redistribution de la richesse et qu'il y ait surtout une transparence sur ce que font ces investisseurs qui viennent investir directement dans des secteurs, que ce soit santé ou mine ou autre. Voilà. Peut-être juste une petite intervention, mais peut-être plus sur le premier point. Je pense que je suis d'accord avec M. Ben Youssef. Peut-être le deuxième, ce n'est pas forcément le premier argument des capitaines d'industrie ou des propriétaires. Par contre, sur le premier, moi je pense que ça nous ramène à ce que j'ai un peu essayé de brosser, à la disponibilité d'une classe d'actifs diversifiée. Parce que lorsqu'on voit les entreprises de la tech, lorsqu'elles arrivent, c'est un peu encore à un niveau d'investissement qui est plus du venture capital.
Et donc peut-être c'est là où le marché peut jouer par contre, c'est peut-être d'avoir plus, soit un schéma de promotion ou en tout cas de mise en place de fonds à taille plus réduite, parce que l'écosystème, il y a encore beaucoup de potentiel, qui demandent parfois des montants très faibles, hein, pas des gros montants, mais qui sont les jeunes pousses qui devraient faire demain. Et là où le marché peut jouer un rôle, c'est de permettre à des acteurs d'être ces mini-VCs qui viennent apporter pas de la dette, pas de l'equity, mais du venture avec tout le risque que ça impose, à ces entités qui, peut-être une fois qu'elles seront d'une certaine taille, même si elles ont des levées internationales, peuvent après également profiter, je pense, à l'écosystème. Et la deuxième partie, c'est ça dans le cadre réglementaire mais plus incitatif, qui les amène à ce que, même si elles atteignent un certain niveau avec certaines levées, qu'elles pensent à une possibilité, à défaut d'être listées ici, d'avoir un dual listing parce qu'elles auront des conditions avantageuses qui fera que ça fera sens pour elles. Voilà. Parfait. Est-ce que d'autres membres du panel, vous aviez des observations, des réactions, ou même par rapport à ce qui a été dit, avant de transmettre la parole éventuellement à l'audience pour des questions? Oui, allez-y. Peut-être une petite intervention pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, on a plus ou moins dit la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus parlé des contraintes des PME pour avoir un accès facile au marché des capitaux. Mais effectivement, donc, ça a été dit, donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de formule. Effectivement, c'est un travail d'ensemble qu'il faut faire pour pouvoir y arriver ensemble. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à l'intervention de Sylvie Youssef par rapport au fait de devoir démocratiser donc ce principe de financement des PME, effectivement, pouvoir profiter tous ensemble, notamment de certains champions sur le plan économique. Effectivement, ça devrait être une finalité, d'ailleurs ça l'est. Maintenant, il faut mettre en place des systèmes d'accompagnement ou de transition avant d'aboutir à cet objectif. Notamment le rôle que devraient jouer donc les fonds d'investissement ou les fonds de private equity. Et je voudrais, par rapport à ce point, donc, parler d'une initiative en fait, marocaine qui a été lancée depuis quelques années au Maroc. Donc c'est le fonds Mohamed VI. Donc c'est une initiative royale qui a été lancée justement dans une optique de relance économique, mais aussi d'accompagnement des entreprises d'abord pour qu'ils puissent, je dirais, faire face au contexte de crise que nous avons tous vécu pendant la crise sanitaire, mais aussi pour pouvoir promouvoir donc des entreprises qui sont aujourd'hui, qui pourraient éventuellement être donc les champions de demain et qu'on pourrait à terme voir venir au niveau de la bourse marocaine ou pourquoi pas sur des bourses africaines, puisque des projets de régionalisation aujourd'hui donc sont sur la table et on aimerait bien voir demain peut-être des bourses qui pourraient, dans lesquelles on verra donc des entreprises marocaines listées dans ces bourses régionales. Dans tous les cas, donc il y a aujourd'hui des mécanismes qu'on pourrait imaginer qui vont accompagner des entreprises. Donc les fonds d'investissement est un moyen, je pense, efficace. D'ailleurs, ça a marché par ailleurs. Effectivement, il faut adapter donc, ce mécanisme au contexte de chaque pays, que ce soit un pays africain ou autre. Donc il y a on va dire, certains critères d'adaptation qu'il faut, et des prérequis qu'il faut mettre en place. Mais dans tous les cas, je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, donc, on a des concepts qui sont peut-être à petite échelle. Donc, on a des business angels ou des fonds spécialisés aujourd'hui qui émergent sur certaines places financières. Mais il faut qu'on ait des cadres réglementaires adéquats pour pouvoir encadrer les fonds d'investissement pour qu'ils jouent pleinement le rôle d'accompagnateur vers, je dirais, cet objectif éventuellement, si on peut appeler ça comme ça, de démocratie, mais surtout pour pouvoir subvenir aux besoins des PME, parce qu'on va être dans le ciblage, en passant par des experts, c'est très important. Si je parle du cas, par exemple, d'une société de gestion d'OPCVM, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément spécialisé dans le financement private equity, donc on doit faire, nous aussi, autant que
professionnels des efforts pour pouvoir nous adapter à ces nouvelles techniques d'investissement. Et d'ailleurs, il y a des premières expériences, en tout cas marocaines, qui commencent à se mettre en place, qui, à mon sens, sont très intéressantes. Donc il y a des modèles à suivre qui ont marché par ailleurs, et je pense qu'il faut quand même tenter le coup et franchir le pas pour justement permettre aux entreprises d'avoir un accès d'abord facile, parce qu'on a tous parlé de contraintes, donc il faut faciliter donc cet accès, mais aussi assurer une certaine protection aux investisseurs en encadrant les risques, en accompagnant donc ces entreprises-là à améliorer leur niveau de gouvernance, leur niveau de transparence, leur mindset, et peut-être pourquoi pas les accompagner même sur le plan stratégique dans la croissance dans leur secteur d'activité. Oui. Allez-y, je vous en prie. Merci. Je voulais quand même dire ceci, parce que le problème des PME est un problème connu. Je pense que partout le problème est le même. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement pour pouvoir permettre aux PME de sortir de leur situation. Nous avons fait une mission à l'île Maurice pour leur demander comment vous faites. Ils nous ont dit ceci: il y a 3, qu'on appelle ça, obligations pour pouvoir réussir. Vous ne passez pas par là, vous ne réussirez pas. La première obligation, c'est une stabilité politique. Une stabilité politique. Vous n'avez pas de stabilité politique, vous allez avoir toujours des problèmes en interne. La deuxième raison, ils nous ont dit, c'est une bonne gouvernance. C'est une bonne gouvernance qui posera les bonnes questions et apportera les bonnes solutions. Et la troisième, il nous a dit, c'est une volonté. Il faut une véritable volonté politique. C'est cette véritable volonté politique qui posera justement les actes forts qui vous permettront d'émerger. Et en matière de volonté politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé d'abord chez eux une banque des PME qu'on appelle Amobank. Intérêt 2 à 3% à l'amorçage. 2 à 3%. C'est tout pour aider les banques à commencer. Ensuite, les entreprises et les PME sont exemptées pendant 8 ans de la fiscalité. Quand vous créez votre entreprise, pendant 8 ans, vous êtes exempté de fiscalité. Et après, la fiscalité, c'est un taux flat de 15%, quelle que soit l'entreprise. Et à côté de cela, maintenant, ils ont mis en place des structures comme le BOI, le SMEDA, tout ça, pour accompagner justement les PME dans leur formation, encadrement, dans le suivi de leurs activités, etc. Et pour ceux qui vont à l'exportation, l'État finance une bonne partie des charges pour aller à l'exportation. On est là dans du concret, quelque chose de net. Sinon, tout le reste, ça restera des discours. Méfiance les uns les autres. Tout à l'heure, on y en a parlé justement de chez nous, on le voit souvent. Vous avez un grand projet de construction, je ne sais pas moi, d'un pont quelque part qui vaut X millions. Moi, je suis le ministre, j'ai créé le lendemain une entreprise. C'est tout. J'ai créé le lendemain une entreprise, je me fais le marché, et je fais peut-être même semblant de faire un appel à chose, pendant que mon marché, mon truc est déjà bouclé. Vous voyez, c'est autant de réalités auxquelles nous sommes confrontés et qui font qu'il n'y a pas de confiance. Et tant qu'on sera dedans, on ne peut pas espérer aller loin. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. J'ai une solution pour vous. Que toute entreprise qui répond à un appel d'offres de l'État doit être cotée. Ça, c'est un autre problème. Parce que pour être coté, en plus, là, c'est une autre affaire. Axel, merci beaucoup, Dr Joseph Boguifo, pour cette remarque. Axel Léona, vous vouliez prendre la parole, oui. En fait, je voulais dire seulement que je pense que largement, dans toutes nos zones, on a quand même une recommandation spécifique pour encourager les PME. Nous faisons des actions de vulgarisation, vraiment d'aller des sensibilisations vers les PME. Et tout à l'heure, le docteur disait simplement que il demandait qu'est-ce que les gens font pour les PME. Moi, je voulais lui renvoyer la question. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas compris. En fait, qu'est-ce que les PME font pour
c'est peu, mais c'est déjà quelque chose. Toutes ces entreprises qui avaient du mal justement à accéder au crédit bancaire, après leur cotation en bourse, ont pu justement accéder au crédit bancaire. Moi, je pense ici que je pense qu'on doit continuer à discuter avec les PME. On doit continuer à créer des zones, des ateliers, des discussions B2B entre les acteurs du marché et vraiment les PME. Sans une réelle volonté des PME, en réalité, tout ce qu'on peut mettre comme mesure, c'est rien du tout. On va défiscaliser les choses, les PME vont venir rien que pour avoir le bénéfice fiscal, mais en réalité, ils ne vont pas jouer le jeu du marché. Et ça, c'est à rien. On aura un titre qui ne valera jamais rien du tout. Il faut une réelle volonté et il faut aussi quelque part que les patrons des PME arrêtent d'être égoïstes. Parce qu'en étant égoïste, la PME, c'est comme votre bébé, votre enfant que vous élevez et vous voulez simplement donner la meilleure éducation et que cet enfant prend son envol. Mais si pour vous, une PME, c'est juste pour vous enrichir, vous-même personnellement, et ne pas faire en fait jouir le bénéfice de la croissance aux autres citoyens, en réalité, vous allez rester une PME sans ambition et qui ne pourra pas progresser. Il faut intégrer dans la PME de nouvelles personnes qui vont vous amener de nouvelles perspectives intellectuelles, de nouvelles perspectives de croissance. Il faut plutôt revenir, ne regardez pas les coûts d'entrée en bourse. Moi, quand je discute avec les patrons des PME, comme je disais hier, c'est toujours, ça nous coûte combien votre affaire? C'est toujours pour les riches votre affaire. Vous faites une affaire pour les riches. Nous, les pauvres, les petites choses là, on fait comment? Et lorsqu'on leur dit, voilà comment il faut faire, elles nous remettent en question des contraintes. Alors que dans tout ce que nous faisons, il y a des contraintes, mais il faut dépasser les contraintes et aller vers la croissance. C'est pour moi la clé du succès. C'est d'abord dans la PME. Tout ce que nous mettons en place, c'est un environnement pour éclore les PME, pour vous donner plus d'ambition, mais il va falloir que vous-même, je pense que la réponse doit d'abord venir de l'ambition des PME. Alors, on a deux représentants des PME. Alors, je vous laisse répondre à cette interpellation du régulateur. Excuse-moi, parce que mon ami Onyana me vise en direct. Non, ce que je voulais dire, Onyana, il n'est pas possible pour quelqu'un qui crée son entreprise de ne pas vouloir grandir. Ce n'est pas possible. Et s'il ne grandit pas, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Monsieur Ben Youssef nous disait tout à l'heure qu'ils ont même donné 500 000 dirhams. C'est ça. Ils ont donné. Si vous venez, on vous donne 500 000 dirhams. Il n'y a eu personne. Alors, mon ami Oyana, il y a un problème quelque part. C'est pour ça que je dis, pour moi, qu'il faut, d'abord, c'est clair que pour aller à la bourse, c'est réservé aux certains bois sacrés. N'entre là-bas que ceux qui ont certains, c'est réservé aux élites. Mais les entreprises veulent bien rentrer. Il faut peut-être les encadrer, leur apporter la bonne information, voir comment les accompagner, voir comment les aider. Parce que moi, je veux bien être transparent pour aller à la bourse. Mais si dès que je suis transparent, j'ai le fils qui me tombe dessus et que je commence à être embêté, mais mon ami, je n'irai pas à la bourse. C'est un cercle vicieux qui impose, qu'on le veuille ou pas, qu'on appelle ça la bonne gouvernance et la transparence. Sinon, le type, il ne va pas. Voilà un peu tout cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'abord de volonté d'y aller, il y en a. Les structures qui peuvent aller d'emblée sont limitées, parce qu'on a très bien vu dans ce que nous disait M. Amenouvé hier, que pendant 3 ans, je crois au niveau du 3e compartiment, je crois qu'il y a une trentaine de PME qu'ils ont réussi à sélectionner, et encore sur cette trentaine de PME, il n'y a que 4 qui risquent d'arriver à la bourse. Ça veut dire quoi? L'accès est difficile. L'accès n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup de travail. Bon, comment encadrer ces trucs, les mettre dans des conditions de confiance et les accompagner? Il y a tout un ensemble qui rentre et qu'il faudra prendre en compte. Donc, ce n'est pas que les PME ne veulent pas. Pas du tout. Ça m'étonnerait que moi, j'ai une PME, j'aimerais bien aller à la bourse. Oui, mon cher ami, j'aimerais bien. Mais il faut que le chemin soit clair pour moi, que je suis sûr que quand j'y vais, je n'ai pas de problème. Mais je dis d'avoir plus de problèmes en y allant qu'en restant chez moi. Alors, je reste chez moi. Vouloir, c'est accepter les contraintes. Alors peut-être Mostafa Adjaï
une réaction? Non, moi, je voulais juste peut-être apporter un complément pour dire qu'effectivement, il y a un choc, ou il y a un mur psychologique pour les chefs d'entreprise, pour les raisons que nous avons évoquées, de transparence, aussi de peut-être ingérence, entre parenthèses, hein, dans le management. Mais je pense que le rôle des sociétés de bourse et surtout de la bourse de Casablanca, en l'occurrence, pays qui sont parmi nous, c'est un petit peu d'éduquer et accompagner déjà les chefs d'entreprise qui ont la volonté. Bon, vous l'avez si bien dit, il faut qu'il y ait déjà la volonté. Et bien évidemment, il faut présenter un petit peu tous les avantages que nous avons évoqués et peut-être rajouter un autre point qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est le coût. Parce qu'il y a des due diligence à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et tout cela, je pense qu'il faut soit faire des aides comme vous l'avez fait, je ne sais pas si ces aides sont toujours d'actualité ou non, ou bien les réduire au strict minimum, parce que les IPO ont un coût quand même. Il faut une certaine taille. C'est pour cela qu'on parle, moi je dirais plus, ce qu'on appelle les ETI, les entreprises intermédiaires, qui ont des chiffres d'affaires, je parle du Maroc, au-delà de 200, 300, 400 millions de dirhams, qui sont entre les PME et la grande entreprise et qui ont un potentiel un petit peu d'accéder au marché. Merci beaucoup. Peut-être je passe la parole s'il y a des questions, des réactions. Je vois plusieurs bras levés. Allez-y. Bon, je voudrais vraiment féliciter les panélistes pour ce riche débat sur cette question qui nous préoccupe depuis une vingtaine d'années, la question du financement des PME. Mais je pense fondamentalement que sur la question, on fait deux erreurs qu'il faudrait qu'on évite. Peut-être qu'en les évitant, on trouverait sans doute des solutions. La première erreur, c'est de croire que les marchés de capitaux vont se substituer aux banques pour financer les PME. Il ne faut pas croire ça. Ça ne va pas arriver. Les banques vont continuer de financer les PME. Il faut que les marchés trouvent leur place pour financer aussi les PME, mais sur des projets de moyen long terme. Il ne faut pas croire qu'il faut qu'on se substitue aux banques. Deuxièmement, il ne faut pas non plus croire que les marchés de capitaux peuvent financer n'importe quelle PME à n'importe quel stade de vie, pour n'importe quel projet et pour n'importe quel projet perspective d'avenir. Vous savez, il faut qu'on évite ces deux erreurs-là. Et ça suppose qu'il y ait un petit changement de paradigme. Malheureusement, dans notre environnement, on a l'habitude, quand il y a un problème, au lieu de s'attaquer au problème, à sa racine, et de trouver des solutions, on transfère le problème à quelqu'un d'autre, quitte à lui de se débrouiller. Moi, je ne veux pas qu'on transfère le problème des PME au marché de capitaux africain. Ce n'est pas notre problème. Nous ne l'avons pas créé. Nous essayons juste d'apporter notre contribution. Mais c'est un problème qui est un problème de nos États, de tout l'écosystème économique et financier de nos pays. Et nous, on ne fait que jouer une petite partition dans la recherche de solutions à ce problème. Je pense que c'est fondamental. Nous ne sommes pas là pour régler tous les problèmes des PME. Alors, il faut quand même qu'on revienne aux fondements de la finance moderne, qui sont là, qui sont connus. On ne va pas réinventer une finance à l'africaine. On finance le court terme, pas des ressources de court terme. On finance le long terme, pas des ressources de long terme. Ça, c'est la base de la finance. On ne peut pas, le docteur Boguifo l'a dit, on ne peut pas venir financer une PME sans fonds de roulement par les marchés de capitaux. Mais on ne peut pas, on ne peut pas.
C'est comme moi, quand on a créé le 3e compartiment, quelques semaines après, il y a un opérateur qui est venu me voir, ah, mais il paraît que maintenant nos problèmes sont réglés, nous on ne va plus aller à la banque, moi j'ai un conteneur au port, il faut que ça sorte la semaine prochaine, puis je vais revendre et puis je vais vous payer. Bon, combien vous pouvez me donner? Je dis, mais c'est pas ça. Elle dit, bon, vous ne m'intéressez pas. Ouais, donc il faut aussi qu'on évite de créer dans la tête des PME cette idée que vos problèmes seront réglés parce que, comme les banques ne peuvent pas, les marchés de capitaux vont le faire. Je pense que c'est extrêmement important de revenir à ce qui est possible et dans quelles conditions cela est possible. Alors, et pour moi, il faut qu'on s'attaque à la problématique de façon très claire, en cherchant d'abord à solutionner le problème de la relation entre les PME et les banques. Cette relation existe partout dans le monde. Et des pays ont trouvé des solutions pour établir justement cette confiance ou faciliter la gestion de cette relation. Mais trouvons les solutions à ça d'abord. Parce que ça va toujours exister. Les marchés ne vont pas faire ça. Et Dr Boguifo l'a dit, ils sont allés à Maurice, on leur a dit des choses, on dit voilà comment ça va se passer. Mais il faut qu'à l'intérieur de la relation entre les PME et la banque, il y ait des acteurs facilitateurs. Il faut qu'il y ait des acteurs facilitateurs. Il faut les créer. Et il a dit, on peut avoir une banque des PME ou permettre dans le portefeuille de crédit des banques qu'il y ait une allocation précise, pas une volonté d'État, une volonté réglementaire. Une allocation précise pour les PME, à défaut d'avoir une banque des PME. Il faut avoir des organismes de garantie. Il faut trouver des mécanismes de collatéral qui ne soient pas uniquement basés sur de l'actif réel. Donc, déployons tous ces moyens-là, essayons de trouver ces solutions, d'abord pour faciliter la relation entre la banque et la PME. On ne peut pas se passer de ça. Mais une fois qu'on arrivera, et certains pays sont arrivés à le faire, on a des exemples précis, hein, il a parlé de l'export, au Canada par exemple, il y a quand même des mécanismes de facilitation de l'export pour les entreprises canadiennes qui sortent du Canada. Donc, il faut trouver, et ça c'est la volonté politique, ça c'est les actes de l'État pour pouvoir accompagner la question du financement des PME. Donc il faut absolument qu'on trouve ces solutions. Mais une fois, et vous verrez que les PME seront dans une relation plus facile avec la banque, parce qu'ayant les mécanismes qui facilitent cette relation, elles vont construire maintenant plus de projets de long terme. Et ces projets de long terme-là vont être financés par les marchés de capitaux. Parce que nous, maintenant, notre rôle va effectivement être joué, en tout cas à partir de ce moment-là, de ce que nous pouvons faire en tant que marché de capitaux. Parce que pour nous, il faut que nous puissions mobiliser des ressources à long terme pour accompagner justement les PME dans leur développement à long terme, pas dans leur day-to-day business. Et ça, c'est sur ça que nous, en tant que marché et écosystème de marché, nous devons nous pencher. Les PME qui arrivent, parce que fondamentalement pour les marchés aussi, une PME qui n'arrive pas à se faire financer par une banque ne nous intéresse pas. Hein? En réalité, il faut que nous soyons sûrs que la relation entre la PME et la banque fonctionne correctement, que la banque a la confiance. Une banque qui n'a pas la confiance, une PME qui n'a pas la confiance en banquier, moi, je vais autoriser un appel public à l'épargne pour cette banque-là, pour cette PME. Mais ça pose un problème. Parce que là, les moyens que le banquier a pour, je dirais, contrôler, nous, on ne l'a pas après. Et c'est l'argent quand même du public. Le risque, on est maintenant dans une relation des intermédiaires, pas dans la relation bancaire où le risque est pris par la banque. Donc c'est totalement différent. Donc c'est le minimum, c'est qu'on soit sûr quand même
si on passe un coup de fil à son banquier, nous disent « Ah, mais c'est vraiment une bonne PME, on est en bonne relation, tout se passe bien depuis des années, etc. » Donc je pense fondamentalement que nous, ce qu'on doit chercher à faire, c'est de construire cette relation à long terme là entre nous et, je dirais, les PME. Mais pour cela, encore une fois, les PME d'un côté, ceux qui vont leur donner les ressources de l'autre côté, et aussi maintenant l'écosystème au milieu. On a toujours tendance, je l'ai dit hier, à juste regarder la question des PME. Mais qui veut financer les PME? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? On dit que les ressources sont là. Moi, bon, je veux bien. Hein. Mais vous pensez réellement que quand on va vouloir faire des IPO pour des PME, on a l'assurance que ces opérations vont forcément être sursouscrites par les acteurs tels qu'on les a? Peut-être pas. Mais ça se construit. Et en France, comme dans d'autres pays, on a créé des plans d'épargne action PME. Le financement des PME en France n'aurait jamais réussi, sur en tout cas le volet marché, si la France n'avait pas créé à un moment donné le plan épargne action PME, qui permet de capter automatiquement des ressources à travers ce plan pour financer justement les opérations de levée de ressources sur les marchés par les PME. Pourquoi on n'explorerait pas ça? Parce que est-ce qu'on est sûr qu'on aura les ressources? Les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, quand viendra le moment de maintenant participer à des IPO, est-ce qu'on est sûr que la CIMA, la CIPRES serait confortable avec des achats de titres de PME dans leur portefeuille de placement? Est-ce qu'on est confortable? Il faut qu'on ait une réglementation qui permette explicitement d'allouer une partie des ressources des fonds de pension et des compagnies d'assurance aux opérations des PME, de financement des PME sur les marchés. Ça, c'est des choses qu'on doit construire avant. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir, travailler sur tous ces aspects. Ça, c'est le côté, évidemment, ressources. L'écosystème lui-même, est-ce qu'on a tout exploré? J'aime bien ce que mon ami Badra dit. Ils ont donné l'argent, les gens ne veulent pas. On a donné la fiscalité, ils ne veulent pas. Mais, Dr Bouguifa, donc il y a un problème. Cela veut dire qu'on n'a pas encore trouvé nous-mêmes les meilleures solutions pour pouvoir justement capter ces PME. Bon, je ne l'ai peut-être pas dit hier, mais sur l'ensemble du continent africain, on a attiré seulement 70 PME sur toutes les bourses africaines pendant 20 ans. Mais il y a un problème. Mais cela veut dire qu'on n'a pas les bons mécanismes, on n'a pas encore mis en place les bons mécanismes. Et pourtant, on a créé des compartiments de PME, on a créé des marchés alternatifs, etc. Mais bon, les PME ne frappent pas tous les jours à la porte des bourses africaines. Donc, quelque part, il nous manque un certain nombre de mécanismes sur lesquels on doit travailler pour que, effectivement, ces PME-là, qui veulent vraiment se lancer, se développer, puissent venir. Maintenant, du côté des PME, bon, ça, on l'a toujours dit, il faut qu'elles acceptent la bonne gouvernance, il faut qu'elles acceptent la transparence, etc. Sans cela, si Dr Bouguifo ne veut pas que le fisc vienne regarder dans ses affaires, bon, ce sera difficile, parce que nous-mêmes, on ne sera pas confortable qu'une PME qui soit cotée en bourse, qui a caché des résultats au fisc pendant des années, soit redressée une seule fois et passe, je dirais, d'un niveau de bénéfice donné à des pertes sur je ne sais pas combien d'années. Pour les investisseurs, ça va créer un vent de panique. On ne veut pas ça non plus. Donc, il faut quand même regarder aussi nos préoccupations en tant que marché. Donc, je pense qu'il y a la relation à faciliter entre les PME et la banque. Il y a la construction de la relation entre les PME et les marchés à travers les mécanismes d'allocation des ressources à long terme, l'écosystème, mais aussi ce que les PME doivent faire. Maintenant, par contre, on peut se permettre des transversalités. On peut se permettre de faire des entorses à ces relations-là, et c'est de ce dont vous avez parlé, pour les start-up, pour les entreprises que nous considérons comme étant dans des segments d'activité qui constituent l'avenir de nos pays. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces entreprises-là
ait un accès au marché qui contourne les règles normales d'allocation de ressources dans une économie. C'est là où le venture market, c'est là où les private placements pour des entreprises, comme on vient de le lancer à Johannesburg il y a à peine 2 semaines, et le venture market, comme on l'a sur le TX6 au Canada ou bien en Australie, c'est là où effectivement il y a possibilité de faire quelque chose. Mais encore une fois, quand on regarde ces modèles-là, qui réussissent, on dit, ah, mais au Canada, on peut lever des ressources facilement. Mais c'est 40 ans de travail. 40 ans de travail avec la construction d'un écosystème solide pour pouvoir permettre le bon fonctionnement d'un venture market ou d'un marché de private placement dédié aux startups. Il vous faut des cabinets d'avocats réputés. Il vous faut des cabinets d'expertise comptable réputés. Il vous faut des banques d'affaires, des conseillers financiers qui sont de la place, qui connaissent l'économie et qui sont capables de se prononcer sur des notes d'information qui vont aller à destination des investisseurs. Ce n'est pas de la blague. Donc, tout ça, il faut construire. Donc, ce n'est pas des choses qu'on s'invente comme ça, du jour au lendemain, on dit, tiens, on va créer un venture market. Non. Donc, vous voyez, donc, ce travail, il faut le commencer. Il faut l'inscrire dans la durée, mais dans une, je dirais, organisation assez claire et précise, avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés par la question, depuis les États jusqu'aux intermédiaires de marché, afin que l'on puisse apporter les vraies solutions. Donc ne soyons pas pressés. C'est vrai, le temps passe, mais construisons dans la durée, mais en étant ensemble sur ces problématiques-là, et chacun joue son rôle. Les banques doivent être avec nous dans cette recherche de solutions au financement des PME. Nous devons jouer notre rôle. On ne cherche pas à évincer qui que ce soit. On doit être ensemble et que les PME aussi comprennent ça, que nous, on ne veut pas qu'ils se cachent aux banques pour venir nous parler. Il faut qu'ils comprennent qu'on se parle tous. La confiance doit être entre l'ensemble des parties. C'est extrêmement important. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amenouvé. Voilà, il y avait une autre question. Merci. Alors, je voulais partager un commentaire et puis une question ouverte à tous les panélistes. On a beaucoup parlé durant ces interventions très enrichissantes et très complètes du fait de la nécessité de démocratiser le marché des capitaux et d'en ouvrir l'accès aux différents pans de l'économie. Moi, personnellement, j'ai l'impression que le marché des capitaux, du moins marocain, n'est pas élitiste ou exclusif par construction. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un cadre qui est très ouvert, qui permet qui permet de répondre à la majorité des besoins de plusieurs catégories d'entreprises. Mais on constate aussi que les dispositifs existants ne sont pas totalement exploités. Par exemple, on a évoqué pendant ce panel les freins que rencontrent les PME pour accéder au marché. On a évoqué par exemple la peur de perte de contrôle. Or, nos dispositifs depuis, je dirais, des décennies contiennent des instruments qui sont susceptibles de répondre à ce besoin. Je parle par exemple des certificats d'investissement, des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. C'est des instruments qui permettraient de répondre à cette contrainte. On a parlé de contraintes ou de poids des contraintes d'obligation et d'obligation d'information et de transparence, et le fait que les PME peuvent être réticentes à s'ouvrir, à être transparentes vis-à-vis du public. Or, il y a des moyens d'accéder au marché sans pour autant être assujettis à ces contraintes. Je parle typiquement du placement privé, par exemple, ou même du nouveau marché alternatif qui est assujetti à des règles plus allégées, plus adaptées à ce genre d'entreprise.
On parle souvent, par exemple, d'évolution qu'il faudrait apporter au texte par rapport au programme d'émission obligataire et des mécanismes de shelf registration, par exemple. Or, on a des mécanismes en place sur le dispositif marocain qui permettent de réaliser ce genre de montage, même si ce n'est pas explicitement marqué au niveau des textes. Donc tout ça pour dire que les dispositifs existants ne sont pas complètement exploités et qu'il faudrait par conséquent travailler peut-être sur l'innovation à l'échelle de tous les opérateurs de marché pour pouvoir tirer le maximum des possibilités ouvertes, et puis peut-être aussi faire un effort de communication et de vulgarisation à l'image des initiatives que fait la Bourse maintenant, en se déplaçant dans les régions et en allant voir les PME pour leur présenter les différentes opportunités. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui ne va apporter concrètement ses fruits qu'au bout de quelques années. Monsieur Amenoumve a évoqué le fait que c'est 40 ans de travail pour pouvoir aboutir à ces résultats. Et donc, je me pose la question, est-ce que la problématique profonde n'est pas un peu au-delà des textes réglementaires et que c'est peut-être une question de culture, et auquel cas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dépasser ça ou changer de culture? Ça nous donne l'occasion de prévoir un rendez-vous dans 40 ans pour faire l'état des lieux de la situation. Est-ce que... Oui, peut-être une dernière question, commentaire. Deux, voilà. Parce qu'après Merci. Je voulais peut-être compléter le propos de M. Moussif en disant que, en tout cas, le marché financier régional aussi n'est pas un marché élitiste. Le Conseil des ministres, en 2019, par exemple, a baissé le seuil des exigences capitalistiques qui sont requises pour les PME pour aller à la côte. Avec l'acte uniforme de l'OADA, le montant était de 100 millions de francs CFA. Le Conseil des ministres a décidé que ce montant soit ramené à 10 millions. Donc, la vraie question, c'est quels sont les projets qu'on veut financer en allant sur le marché des capitaux. Et comme il a dit, on peut réfléchir à différentes approches. Aujourd'hui, on peut travailler déjà dans un premier temps à ce que les PME viennent en dette avec du placement privé. Ça peut être une stratégie. Donc c'est à nous, et c'est aux PME, c'est aux acteurs de l'écosystème de réfléchir vraiment aux meilleurs moyens d'accéder au marché de capitaux. Marché de capitaux, on finance en dette, on finance en capital. Donc aujourd'hui, c'est à la PME de définir vraiment sa stratégie. Et donc petit à petit, après, on peut aller à l'étape la plus ultime qui est l'ouverture du capital, si c'est ça l'objectif. Donc voilà un complément rapide pour ne pas mobiliser la parole que je voudrais faire. Merci beaucoup. Dernier commentaire, question peut-être? Oui, je rebondis juste sur un point. Monsieur le Président a posé la question, qui sont les investisseurs qui sont prêts à financer la PME? Nous n'avons pas mentionné les problématiques de chaîne de valeur, mais en général, Dr Boguifo l'a mentionné, elle travaille dans un secteur, elle opère dans un secteur particulier et avec des corporates qui les connaissent bien en général, des donneurs d'ordre, des agrégateurs qui sont bien implantés, qui ont de la data historique sur ces PME, qui connaissent et ont une bonne appréciation du risque de ces PME. Ces corporates ont des intérêts investis. Ils veulent également, par ailleurs, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. À la SFI, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est supply chain, le financement des chaînes de valeur. Et je voulais juste mettre un coup de projecteur sur une opération qui a été faite au Maroc, qui justement cristallise une coopération entre une banque, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, un corporate et un écosystème de PME. C'est la titrisation synthétique qui a été faite sur le marché, par laquelle un grand corporate a mis au service d'un fonds de titrisation, à travers ce fonds, des garanties à une banque, pour justement qu'elle puisse rentrer dans des financements supply chain, de financement de BFR, etc., donc du court terme, et c'est un mécanisme de marché de capitaux. Donc nous sommes très intéressés d'explorer ce type de schéma.
Nous avons aujourd'hui une discussion avec la Banque centrale pour une stratégie de supply chain finance au Maroc. Et nous-mêmes, nous avons, donc par rapport à la question qui veut investir, nous avons un très grand intérêt d'investir dans des schémas similaires qui apportent beaucoup de richesses sectorielles. Les banques ne connaissent pas justement la PME dans certains secteurs. Parfois, elles n'y vont pas parce qu'elles ne sont pas confortables. Faire un partenariat, nouer un partenariat avec un corporate qui connaît très bien son secteur. Vous avez mentionné la santé, par exemple, ou l'agri. Ça pourrait être très intéressant parce que ça permet une meilleure lecture des risques et du coup une valeur ajoutée pour les marchés de capitaux. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette idée de capitaliser aussi sur les grands corporates qui peuvent jouer aussi les rôles de premier de cordée et aider quelque part le financement de leurs prestataires, notamment dans la supply chain. Je voulais remercier, avant d'en conclure, tous les participants à ce panel, ces échanges très intéressants. Merci aussi au public pour les observations, compléments fort utiles à ce propos. Merci à tous individuellement et je laisse la parole à Stéphane qui va vous préciser la suite du programme. Et rendez-vous dans 40 heures. Alors, on reste encore là parce qu'on a avant 40 ans, on a une autre session cet après-midi. Merci de saluer notre modérateur Jean-Christophe Devouges. Merci infiniment. Et je vais demander aux photographes de s'approcher pour la photo de famille. Alors, ça, c'était un panel qui m'intéressait particulièrement. Et après avoir tourné l'affaire dans tous les sens, je me rends compte que tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que les PME soient plus ambitieuses. Point. Donc on doit lancer une grosse émission qu'on appelle Big, qui pousse les PME à grandir, à vouloir devenir grosses, à vouloir avoir des projets suffisamment gros pour justifier qu'elles arrangent leurs comptes, qu'elles arrangent leurs relations avec les banques et qu'elles puissent aller sur la bourse pour se financer à long terme. Voilà, donc quand on rentre à Abidjan, on travaille sur Big pour transformer les petites en grandes PME. Merci beaucoup, très bon appétit parce que je vous invite au déjeuner et on pourra poursuivre les échanges là-bas. Merci. Et on revient à 15h pour la session sur les produits dérivés et on va voir l'avenir du marché en matière de produits dérivés. À tout à l'heure.